Dear. Vanities people. Dear. Vanities people. Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode hors série de Dear People. Ici Damien qui vous parle. Aujourd'hui, on va avoir droit à un épisode hors série un petit peu spécial, puisque normalement, nos hors série, on essaye de faire un rapprochement avec le sujet de la conférence mensuelle qui était sur l'interculturalité. Pour rappel, n'hésitez pas à aller l'écouter. Mais en ce mois de février 2025, c'est aussi passé un autre événement qui est les 20 ans de la loi 2005. Donc la loi 2005, c'est la loi sur le handicap en France qui aurait moult aspects positifs. Et aujourd'hui, on va en discuter ensemble avec Chiara. Bonjour Chiara, Bonjour Damien. comment ça va? Écoute, ça va bien. On est vendredi fin de journée, donc c'est bientôt le week-end. Bientôt les vacances même pour toi, paraît-il. Bientôt les vacances. La semaine prochaine, je prends une semaine de congé. Bien Et- mérité, je pense, après ce début d'année très chargé. Oui, et après là, c'est 45 minutes d'interview pour nous et on te remercie pour ton temps. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter auprès de nos auditeurs, s'il te plaît? Oui, donc moi, je m'appelle Chiara Khan. Je suis une femme de 26 ans. Je suis blanche. Je suis journaliste. Ah oui, je suis une femme paraplégique. Petit détail, voilà, je me déplace en fauteuil roulant. Je suis journaliste et militante antiféministe. Et je tiens le podcast et la page Instagram et TikTok Compassion, avec un N comme con, pour le petit jeu de mots. Donc, des médiums sur lesquels je donne la parole uniquement à des personnes concernées par le handicap ou la maladie, pour parler notamment de leurs conditions sociales et aborder la notion de validisme. Avant, j'avais d'autres activités, et là, depuis janvier, c'est mon unique activité. Je travaille principalement là-dessus. Voilà. D'accord. Ben, on vous conseille aussi, chers auditeurs, d'écouter Compassion, à voir pourquoi c'est Compassion. Je pense qu'on a vite, je comprends. Tu fais aussi partie du collectif Les Dévalideuses. Oui, c'est vrai. Et justement, c'est en lien avec les fameux 20 ans de la loi de 2005. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé pour ces 20 ans, ce jour anniversaire, et qu'en a fait les Dévalideuses? Oui, c'est vrai que quand je dis que je suis militante antiféministe, c'est principalement au sein du collectif des Dévalideuses, qui donc est un collectif en non-mixité choisie, exclusivement avec des femmes handicapées. C'est un collectif qui mène de nombreuses actions pour lutter contre ce fameux validisme. Et pour les 20 ans de la loi de 2005, en fait, il faut savoir qu'il y avait un rassemblement qui a été organisé par les associations gestionnaires, donc celles qui prennent beaucoup la parole dans les médias sur les questions liées au handicap. Donc, par exemple, voilà, l'APF, le Téléthon, etc. C'est des assos que la plupart des gens connaissent d'ailleurs. Et donc, il a organisé un rassemblement pour le 10 février, donc la veille des 20 ans, à République à Paris et dans d'autres villes en France, en disant voilà, toutes les personnes handicapées, venez, on va crier dans la rue, quoi, pour dire qu'on n'est pas content, parce que justement, 20 ans après cette loi, qui est une loi pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées, la réalité des faits est que nous n'en sommes pas du tout à une égalité des droits et des chances pour les personnes handicapées. Donc voilà.
La problématique, c'est que nous, au sein de notre collectif, on milite donc pour une réelle inclusion et contre le validisme, et donc on est contre l'institutionnalisation. Je m'explique, on est pour la fermeture en fait des établissements spécialisés qui ségrèguent en fait les personnes handicapées du reste de la population. Et c'est un positionnement qui n'est pas celui des associations qui ont organisé ce rassemblement. J'aurai l'occasion peut-être plus tard de revenir un peu sur ce point. Mais donc, on était en tout cas embêtés avec l'idée de se rassembler, du moins de se mélanger vraiment et de ne pas pouvoir montrer qu'on avait quand même des avis qui étaient un peu différents, un positionnement politique qui était différent. Et donc, on s'est dit, comment on fait, en fait, pour se distinguer du reste de la foule. Et on a fait appel à un autre collectif qui s'appelle les Dégommeuses, assez connu, qui est un collectif qui nous a aidés pour pas mal d'actions pendant les Paralympiques, etc. Et on s'est dit, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arriver au début du rassemblement, on va se mettre un peu à l'écart, et puis on va tirer une banderole avec le mot validisme dessus. Donc c'était la France médaille d'or du validisme, qui est une banderole qu'on avait déjà utilisée pendant les Paralympiques. Et voilà, et on va scander des slogans pour expliquer que nous, on a un positionnement un peu différent et qu'on trouve que même ces associations-là, qui pourtant sont celles auxquelles on fait appel pour parler de handicap, parfois elles sont aussi elles-mêmes validistes dans leur approche. Et voilà, on a été suivis par plusieurs médias. Il y avait notamment le média qui a fait un résumé de notre action. Ça a plutôt pas mal marché. Mais bon, au bout de 20 minutes à gueuler dans un mégaphone, on a lancé des fumigènes, etc., en s'assurant que les personnes autour étaient OK avec ça. On a été menacé de se faire embarquer par les CRS. On a pas mal rigolé parce que c'est Lydie Raher qui est une membre très très active du collectif qui a dit en fait venez nous chercher, de toute façon on ne va pas faire rentrer les fauteuils dans les camions, donc on vous attend quoi. Mais bon voilà, et après la manif pour nous, en tout cas cette action-là elle s'est terminée à ce moment-là. Le rassemblement des associations gestionnaires a continué. Nous on s'est totalement désolidarisés après parce qu'on a trouvé que les prises de parole avaient été à certains moments aussi très problématiques. Il y avait beaucoup de foutage de gueule du handicap et c'est pas du tout notre approche à nous, encore une fois. Mais un petit note pour les auditoristes, quand on parle de association gestionnaire, il faut faire le lien avec les institutions, donc les associations gestionnaires qui gèrent les institutions qui ségrèguent les personnes handicapées. Ensuite, il faut que les auditoristes sachent, c'est pas votre premier événement aussi au sein des DBI2. Vous aviez fait un événement similaire à la station des Invalides. C'est ça, vous aviez bloqué la station de métro des Invalides. Oui, c'était en septembre, il me semble, 2023. Donc, il y a un peu plus d'un an et demi. En fait, on a choisi la station de métro des Invalides, qui est une station de métro qui n'est pas accessible, comme 92% des stations. Mais bon, évidemment, on a pris celle-là parce que elle était symbolique de par son nom. On s'est mise devant et on a bloqué la station pendant 20 à 30 minutes. Donc, on a empêché en fait des personnes de prendre le métro avec pour parti pris de dire vous c'est 30 minutes dans votre vie, nous c'est tout le temps en fait. Voilà. Donc mettez-vous à notre place et si vous n'êtes pas capable de le faire, on va vous obliger à le faire. C'est une action aussi qui a eu pas mal de retentissement, qui a été relayée dans de nombreux médias. Et pour ma part, à part des collages de nuit, etc., mais c'était ma première action, en toute visibilité, je dirais. Et je trouve que ça a été, en tout cas, ça s'est passé comme on voulait que ça se passe, même si c'est toujours un peu stressant. Et on a réussi à faire parler pas mal de médias sur cette question-là, notamment de l'accessibilité des transports à Paris. C'est très difficile de se déplacer en région parisienne. Puis surtout avec l'arrivée des JO qui était une promesse d'accessibilité et finalement il n'y a pas eu grand-chose, je pense, pendant les JO paralympiques qui ont réellement tout changé. C'était toujours l'excuse du gouvernement, j'ai l'impression. Eh bien, c'est vrai que pour les JO, d'ailleurs, on s'est vraiment dit, mais la honte, comment ils vont déplacer tous ces athlètes ? Après, ils ont mis en place des réseaux de transport avec des véhicules adaptés.
pour ma part, j'en ai pris aussi pour aller voir certaines épreuves. On va dire que c'était pas le top du top de l'organisation, mais que globalement, c'était beaucoup mieux que de ce à quoi nous, on a le droit le reste de l'année. Et donc, il y avait vraiment, moi, je l'ai perçu comme, on fait semblant, quoi. On fait Oui, semblant, parce que là, il y a oui. les JO et on va se taper l'affiche devant le reste du monde, parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont bien mieux placés que nous sur ces questions-là. Donc, on va mettre une solution provisoire qui, évidemment, n'a pas été maintenue à la suite. Je ne sais pas où ils sont ces véhicules. Hein. Ouais. Et Ah oui. pour pallier l'accessibilité d'un métro qui peut pas Oui. nous accueillir, quoi. Oui. Bon, comme quoi, c'est possible finalement en fait. Que pendant les JO, mais c'est possible. Je pense que ça allait. Après, c'était des périodes estivales, donc je sais pas si la situation à l'année est toujours la même, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est un manque de volonté politique. De toute façon, on en revient toujours aux mêmes questions. On fait des choix pour les budgets, on met pas le budget. Moi, on m'a souvent aussi beaucoup dit que les travaux étaient trop compliqués, etc., que le métro était trop ancien. En fait, le métro le plus vieux d'Europe, c'est le métro londonien, et aujourd'hui, il a été rendu accessible. Donc, Oui. je n'ai pas de doute sur le fait que ce sera difficile à mettre en place, mais je pense qu'il faut commencer par le vouloir. Tout à fait. Quand on veut, on peut. La fameuse phrase qu'on entend un peu beaucoup, nous, mais il faudrait la diriger vers les bonnes personnes peut-être. C'est totalement ça. C'est totalement ça. Il n'y a pas que nous qui devons faire des efforts et nous adapter en permanence, chose qu'on fait déjà bien trop au C'est ça. quotidien. Et tu parlais de volonté politique et on va revenir sur le sujet du jour de 2005. Avant d'aller sur le sujet, de voir le détail de cette loi, depuis le début de l'émission, tu parles de validisme. Et moi, je trouve ça très intéressant parce que moi-même, j'étais présent sur Montpellier à un rassemblement pour les 20 ans de la loi de 2005, tenu par l'ABF. Et donc, il y avait un discours où il parlait que la discrimination envers les personnes handicapées était la première en France. Ça, il n'avait aucun problème pour le dire. Par contre, à aucun moment, il n'a été dit le mot validisme. Et je suis intéressé de savoir, de connaître ton point de vue là-dessus. D'après toi, pourquoi ce mot n'est pas dit, n'est jamais dit? Ouais, c'est très très compliqué et c'est vraiment un des principaux axes sur lesquels je lutte. Donc le validisme, évidemment, c'est le terme de sociologie donc qui a été théorisé par des sociologues pour parler de ces discriminations-là à l'égard des personnes handicapées, pour parler du système d'oppression en fait et pour dire que les discriminations à l'égard des personnes handicapées, elles s'appliquent à tous les domaines de la vie. C'est transversal le validisme et je pense que c'est très important de statuer ça pour commencer à agir en politique, de savoir que voilà, les différences de traitement, la manière dont on traite les personnes handicapées, c'est une manière qui est différente que la manière dont on traite les personnes valides. Et c'est pas uniquement une question de transport, d'accessibilité ou je ne sais quoi. Ça s'applique à tous les endroits. Et parler de validisme, c'est défendre un modèle social du handicap, qui est de dire que le handicap, il est créé par l'environnement. Je vulgarise, hein. Il y a plein d'autres choses que je pourrais dire, mais on va partir de là. Qu'il est créé par l'environnement et que, en fait, c'est pas une tragédie individuelle. Le but, c'est vraiment de dire que, je vais prendre l'exemple d'une personne en situation de handicap en fauteuil roulant parce que c'est mon cas. Quelqu'un en fauteuil roulant, dans un bâtiment avec un ascenseur, avec des rampes d'accès, etc., cette personne-là n'est pas handicapée. Elle peut agir tout comme une personne valide. En revanche, si on n'a pas les conditions d'accessibilité, on devient une personne handicapée. Donc, en fait, c'est remettre la responsabilité sur le collectif et arrêter de toujours mettre la responsabilité sur les épaules d'un individu qui ne devrait pas avoir à tout porter tout le temps. C'est le principe même d'une politique sociale, en fait. Et donc, en fait, ce terme-là, qui pourtant amène à tout un tas d'études, de recherches, qui, je pense, permet vraiment de comprendre les enjeux qui sont liés au handicap aujourd'hui en France, il n'est pas du tout répandu. Et pourtant, pour les autres luttes progressistes, donc par exemple, tout le monde connaît le terme de sexisme, tout le monde connaît le terme de racisme, tout le monde connaît aujourd'hui même, on connaît la grossophobie,
on connaît l'homophobie, etc. En fait, je trouve que même des luttes qui sont arrivées après, aujourd'hui, elles sont beaucoup plus vulgarisées. Et pourtant, quand il s'agit de validisme, pareil, même les courants progressistes, ils ont du mal à comprendre la notion. Alors que c'est vraiment exactement les mêmes dynamiques qui sont en jeu. Donc, pourquoi moi, je pense que tout d'abord, comme toujours, on est au bas de la hiérarchie de l'humanité. Voilà. Donc, en fait, les mouvements progressistes, petit à petit, ils vont chercher toutes les catégories de population. Et nous, on est toujours en fait les derniers auxquels on pense. Et d'ailleurs, on est les personnes les plus desservies dans les politiques, dans les politiques mises en place. Et je pense que là, on en vient encore une fois. C'est un des pans du validisme, quoi. C'est de vraiment dire que les corps sont hiérarchisés et que, en fonction de aussi de leur productivité, de leur correspondance en fait au système capitaliste, et que nous, on arrive au bas de l'échelle, quoi. Et je pense que même au sein des luttes, il y a cette hiérarchie qui rentre en jeu. Donc on a beaucoup de mal pour cette raison-là. Et après, je pense que sans parler même des courants progressistes, les associations gestionnaires, toutes les personnes qui parlent du handicap, le gouvernement, etc. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas de volonté de mettre vraiment une politique qui inclut totalement les personnes handicapées. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de volonté d'utiliser ce terme, en fait, parce que ce terme, il a presque toutes les réponses, si tu veux mon avis. Et Oui, le dernier... je suis assez d'accord. Moi, je suis aussi assez convaincu que on est une économie qui est basée là-dessus, en fait. On veut pas. Je pense que si on commence à creuser dans ces études-là, si on commence à populariser le validisme et à dire aux personnes, à inviter les gens en plus à se renseigner, à lire, etc., tout le monde va finir par comprendre. Et c'est tout le système qui s'effondre. Donc, je pense qu'il y a de ça. Et le dernier point que je voulais, dont je voulais parler, c'est, je crois aussi, qu'il y a une énorme confusion qui est faite avec ce terme. Souvent, les personnes pensent que validisme, c'est le fait de vouloir pointer du doigt les personnes valides, créer une scission entre la catégorie du handicap et la catégorie des personnes valides. Alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Une personne validiste, c'est pas forcément une personne valide. C'est une personne qui a ingéré un système d'idées qui discrimine les personnes handicapées. Une personne handicapée peut être validiste, je tiens à le dire. Et c'est de dire que la scission entre les deux catégories de population, elle existe. Les différences de traitement, elles sont tangibles. Et c'est important de les nommer pour pouvoir en parler, pour pouvoir lutter contre. Donc, c'est pas nous, en citant le terme, qui créons la scission. Elle est déjà existante. Voilà. Oui. Ça me fait rappeler une personne, on dit justement, qui me disait que c'était stigmatisant de parler de personnes valides, de dire que c'était des personnes valides. N'importe quoi. Voilà, ça m'a bien fait rire. Mais c'est marrant, on a toujours du mal à utiliser les termes, c'est comme le mot handicap. Enfin, je veux dire, tout l'imaginaire qu'il y a autour, il est extrêmement négatif, donc les gens ont du mal à le dire, mais je veux dire, appelons un chat et commençons à dire les choses pour en parler réellement, en fait. Oui, ne pas dire le politiquement correct en situation de handicap, on pourrait gagner du temps. Oui. Et pourtant, je le comprends, en situation de handicap, parce qu'on en revient à la définition sociale du c'est l'environnement. On est dans une situation qui crée le handicap. Moi, je le trouve très bien, ce terme. C'est presque celui que je trouve le plus intéressant. Mais bon, après, le mot handicap, handicapé, peu importe dans quelle tournure on l'utilise, il faut le dire, quoi. Je veux dire, une personne handicapée, c'est une personne handicapée. Et c'est pas en faisant abstraction de sa différence qu'on va régler ses problèmes, en fait. C'est pas ça la question. Je sais pas si je suis claire, mais pour moi, ça paraît évident, mais parfois, c'est difficile de vulgariser toutes ces notions. En tout cas, pour moi, si, c'est évident, mais après, je suis relativement calé sur la question, mais pas que pour les autres détoristes, ça le sera tout autant. En tout cas, merci pour ton point de vue sur cette question. Et maintenant, on va passer sur notre sujet du jour et donc parler de la loi 2005 dont on a fait 20 ans. Et donc, la loi 2005, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que la loi de 2005? Alors, la loi de 2005, c'est la loi, donc, comme je disais tout à l'heure, pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées. C'est une loi, en fait, qui a été mise en place pour permettre aux personnes en situation de handicap d'avoir les mêmes droits et libertés que tous les autres citoyens et citoyennes, en fait.
Et donc l'idée, c'était de dire, il y avait 4 grands piliers dans cette loi. Donc il y avait le premier pilier qui était celui que tout le monde connaît, celui de l'accessibilité. Donc c'était, on va rendre les établissements qui reçoivent du public, qu'on appelle les ERP, accessibles. Donc bon, ça c'est facile à comprendre. Le deuxième, c'était de permettre aux personnes handicapées de sortir de la précarité et de les aider pour financer tout ce qui est de l'ordre de leur handicap. Donc voilà, il y a des exemples simples comme des cannes, etc., des fauteuils roulants, mais il y a plein d'autres choses dont on peut avoir besoin au quotidien, y compris des aides à la personne pour des personnes qui peuvent pas faire certains actes seuls. Et donc il y avait la création de ce qu'on appelle la PCH, donc c'est la prestation de compensation du handicap, qui est une somme d'argent reversée aux personnes handicapées par l'État pour les aider à financer toutes ces adaptations-là. Ensuite, il y avait la création de maisons départementales de personnes handicapées, qu'on appelle les MDPH. Ces maisons départementales-là, c'est des organismes justement qui sont censés s'occuper d'attribuer les statuts de personnes handicapées, d'où l'importance, encore une fois, de dire le terme. On a besoin de ce statut aussi pour pouvoir prétendre à des aides allouer les montants en fait des allocations, donc de cette fameuse PCH, mais aussi de l'allocation adulte handicapé, qui est une allocation pareil, qui est censée aider à la vie pour les personnes handicapées et dont le niveau varie en fait en fonction du handicap. Ensuite, il y avait l'inclusion à l'école, donc l'inclusion à l'école en milieu ordinaire. Donc permettre à des étudiants et des élèves, enfants, étudiants, etc., jusqu'à la fin du parcours d'études en tout cas, d'étudier au sein de tous les autres élèves, d'être véritablement inclus. Et en dernier point, il y avait l'accès au travail, donc avec cette fameuse obligation de l'emploi des travailleurs et des travailleuses handicapées, qui a notamment mis en place le fait que pour les entreprises de plus de 20 salariés, il fallait avoir au moins 6% d'employés en situation de handicap. Sinon, on payait une amende à un organisme qui s'appelle l'AGFIP. Donc ça, on va dire que c'est grosso modo les points de la loi. Et après, en fait, ce qui est important de dire, c'est qu'on a de gros problèmes avec cette loi. Déjà, le premier problème, c'est qu'elle n'est pas appliquée. Donc c'est génial. En fait, c'était des initiatives qui avaient l'air top, même si elles n'étaient pas toujours suffisantes. Mais bon, déjà, il s'agirait d'appliquer ce qu'on a promis d'appliquer. Il y a eu énormément de reports qui ont été faits. Il y a des mots qui ont été vidés de leur sens. Il n'y a pas eu de moyens en fait qui ont été alloués pour mettre en place les dispositifs pour appliquer cette loi. Je ne sais pas si je développe maintenant ou si. Moi, oui, ce que j'aimerais qu'on reprenne, c'est, comme tu disais en début d'émission, c'est que au final, 20 ans plus tard, rien n'a changé. Et aussi un des slogans que vous avez utilisé lors de la manifestation. Et moi, je voulais prendre un petit peu point après point de cette loi que tu viens de décrire. Ouais. En quoi ça n'a pas changé? Moi, je voulais commencer avant tout par les MDPH et avec la PCH et aussi la H qui étaient normalement des solutions pour aider les personnes handicapées, pour fluidifier le processus, j'ai l'impression, et pour l'intégration. Mais dans la pratique, la réalité, qu'est-ce qui se passe finalement? Ouais, avant en plus de revenir sur ces points-là, je voulais juste dire que au-delà du fait même que la loi n'est pas appliquée, il y a quand même des gros angles morts dans cette loi. Et on en revient sur les points qu'on citait en début aussi d'entretien sur cette fameuse désinstitutionnalisation. C'est que la France, en 2006, elle a signé une convention internationale pour les personnes handicapées à l'ONU. Donc, elle s'est mise d'accord avec d'autres pays, y compris des pays d'Europe, de dire que elle allait désinstitutionnaliser la France, qu'on allait se désinstitutionnaliser, donc c'est-à-dire qu'on allait fermer les établissements spécialisés, qui mettent les personnes handicapées, qui ostracisent les personnes handicapées en tout cas, et qui les mettent à part. Et ce point-là, il n'a pas été mis dans la loi. Donc déjà, il faut savoir qu'on a signé un papier et que derrière, on n'a même pas essayé d'en faire un droit, quoi. Voilà, donc ça c'est important quand même de le savoir. Et on n'a pas du tout une approche aussi antivalidiste. Donc ça, c'est déjà les points. Et pour en revenir à cette loi non appliquée, alors par rapport au MDPH, il faut savoir déjà que ce sont des organismes qui, comme le dit le nom, sont départementalisés.
Donc, chose qui est quand même assez absurde, si vous voulez mon avis, parce qu'en fait, ça signifie qu'en fonction du département où on habite et la santé financière du département, on va plus ou moins avoir accès à nos aides. Pour donner un exemple extrêmement concret, j'habitais dans le 92 il y a 3 ans, qui est un département qui est reconnu quand même pour être en bonne santé financière, on va dire ça comme ça. Il y a d'ailleurs nombreuses personnes handicapées aussi qui vivent dans le 92, parce que c'est aussi des villes qui sont plutôt récentes, bien entretenues, qui sont parfois plus accessibles que Paris ou que d'autres départements. Département au sein duquel j'ai eu une AH, j'ai eu des aides pour l'achat de mes fauteuils roulants, etc. C'est tout le temps des délais. Après, il faut savoir qu'il n'y a pas de maison départementale parfaite, que c'est tout le temps des délais qui sont extrêmement longs. On est censé être à 3 mois de délai d'attente légaux. C'est souvent beaucoup plus que 3 mois. C'est la croix et la bannière pour faire les dossiers. Ce sont des démarches administratives qui sont extrêmement longues et compliquées. En tout cas, si on n'est pas accompagné par ses proches quand on est plus petit, mais même plus tard, en fait, parce que c'est une charge mentale énorme, on n'aura pas nos aides. Clairement, c'est beaucoup trop compliqué. Très honnêtement, c'est pas du tout facilité. Donc, peu importe le département. Mais du moins, on va dire que dans ce fameux 92, j'ai quand même réussi à obtenir des aides qui étaient moins importantes que ce que j'aurais pu avoir dans Paris. Parce que dans Paris, il y a moins de personnes handicapées aussi. Pourquoi ? Parce que Paris est une ville très inaccessible. Mais bon, les personnes qui arrivent à s'en sortir et à batailler dans Paris, elles arrivent potentiellement à avoir de meilleures aides. Du moins, c'est ce qu'on m'a dit. Et donc, j'ai déménagé, moi, il y a 2 ans, dans le 93, qui est le département le plus pauvre de France. Voilà. Je suis arrivée là-bas et il faut savoir que le premier truc qu'on m'a dit, c'est surtout, ne déclare pas ton lieu de vie. Moi, je suis en coloc, donc j'ai la possibilité de me déclarer chez mes parents. Voilà, là, je dévoile des trucs. Bon, de toute façon, il va rien m'arriver, je pense. Mais en tout cas, tout de suite, il a fallu que je prenne en compte ce truc-là. On m'a dit, ne te mets pas dans le 93. Tu vas venir dans le 93. Les délais d'attente, c'est 2 ans. Parfois, ils ne prennent même plus les dossiers. Et c'est terrible pour avoir des aides. Moi, je me suis dit, mais comment font les personnes handicapées du 93, en fait ? Et on a ouvert avec les dévalideuses une enquête l'année dernière pour recueillir des témoignages de personnes handicapées qui avaient des problèmes avec leur MDPH pour avoir des aides, etc. Et on s'est rendu compte que c'était une catastrophe à l'échelle nationale, mais qu'il y avait des départements comme le 93 où c'était encore pire et où il y a énormément de personnes handicapées dans des situations de précarité qui sont extrêmement inquiétantes, qui ne peuvent pas se payer du matériel de base pour pouvoir vivre. Donc, des personnes en fauteuil qui n'ont pas de fauteuil roulant ou qui ont des fauteuils roulants qui sont inutilisables, et plein d'autres problématiques que je ne connais moins, encore une fois, parce que c'est pas mon type de handicap. Mais franchement, c'est très, très inquiétant. Et j'ai aussi pu parler avec des gens qui travaillent en MDPH, notamment une étudiante qui était dans mon master, qui était en affaires publiques, donc qui est rentrée dans une MDPH ensuite, qui est restée que calme et que moi, et qui m'a dit que c'était terrifiant même à l'échelle des salariés, parce qu'en fait, ils savent plus quoi faire, ils sont criés dessus toute la journée, ils sont en sous-effectif, il y a plus de médecins qui veulent faire les bilans, parce que pareil, c'est pas intéressant. Et donc derrière, en fait, c'est des institutions qui vont mal, et tout le monde est en souffrance, y compris les gens qui y travaillent. Donc, si on continue à traiter aussi très mal les gens qui travaillent dans ces institutions, on en aura de moins en moins, et c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Mais c'est toujours la même chose, en fait. Tout ce qui est dans le care, dans le soin, dans l'accompagnement, dans les prestations sociales, c'est sous-valorisé. Et donc, c'est des personnes qui essayent de nous aider, qui, elles, se retrouvent en première ligne, qui sont les premières à se faire engueuler en plus, alors même que elles sont les premières. Du moins, elles font partie de celles qui sont maltraitées par l'État. Voilà. Et ça, c'est que le volet MDPH. Je suis désolée, je m'étale énormément. Mais... Oui, on est là, on est aussi là pour ça. Moi, il y avait une autre facette qui m'intéressait de parler maintenant aussi, qui a un lien avec la MDPH, c'est par rapport à la AH. Donc la AH, allocation adulte handicapé, comme tu disais, qui va varier en fonction du taux de handicap de la personne. Et donc, du département, maintenant, vu ce qu'on sait,
Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que l'AAH, en fait, est au-dessous du seuil de pauvreté. Est-ce que tu peux en dire plus Oui. à ce niveau-là? C'est que même dans le meilleur des cas où vous avez la chance d'avoir le plus haut niveau de l'AAH, qui est à 950 euros, je ne le connais pas parce que moi, j'ai jamais eu le droit à ce seuil. Euh, et pourtant, honnêtement, pour compenser mon handicap, je pense qu'on est bien au-delà de cette somme-là. Et donc, en tout cas, même quand on arrive à ce niveau de la prestation, on est quand même en dessous du seuil de pauvreté. Je ne sais plus à combien il est le seuil de pauvreté, pour être honnête. Je sais pas si tu... Un peu plus de 1000, je pense, un peu moins. Un peu plus de 1000. Et il faut savoir que l'AH, elle était aussi là pour dire il y a des personnes handicapées qui ne peuvent pas travailler. Parce qu'en gros, c'est une compensation aussi au manque d'activité. Et d'ailleurs, quand tu gagnes chaque euro que tu gagnes de plus que le SMIC, il est déduit de cette fameuse AH. Et peu importe son niveau. Et c'est pour ça qu'il y avait toutes ces problématiques par rapport à la déconjugalisation. Parce qu'en fait, il y avait des personnes qui étaient dans le même foyer que leurs concubins, en tout cas qui vivaient en concubinage, ou même qui étaient mariés. En tout cas, il fallait avoir le même foyer fiscal. Et c'était souvent des femmes qui se retrouvaient à avoir des maris qui gagnaient plus que le SMIC et chaque euro de plus que le SMIC gagné par le mari était déduit de l'allocation de la conjointe. Donc en fait, elle se retrouvait dépendante financièrement de son mari et donc ça donnait lieu à tout un tas de violences. Ça augmentait aussi énormément le risque de violence conjugale. Donc il y avait vraiment ce côté-là. Et donc même sans être en concubinage, etc., simplement une personne handicapée seule avec un foyer fiscal où elle est seule, qui a même le plus haut niveau de la hache, et encore une fois, c'est des circonstances qui arrivent une fois toutes les éclipses lunaires, si elle arrive, elle est quand même en dessous du seuil de pauvreté. Donc ça veut dire que si elle travaille pas, je sais pas comment elle fait à vivre avec moins qu'un SMIC, et en plus pour compenser tous les frais qui sont liés à son handicap, quoi. Juste petite information, Internet me dit que le seuil de pauvreté est à 1216 euros. Donc en effet, on en est loin. Voilà, on en est vraiment loin. On en est loin. Mais pour donner des exemples, je veux dire, moi, je suis paraplégique, je suis en fauteuil roulant. Là, moi, cette année d'AH, j'ai 180 euros par mois. Après, je pense que je me suis vraiment fait... Enfin, là, je crois que mon dossier, il est très mal passé, mais c'est... Ça. Et oui, tu es dans le 93, donc en même temps, voilà. Mais, Ça doit être ça. en plus, moi, ce que je trouve fou, c'est en faisant mes recherches là, sur le 2005, ils mettent beaucoup en avant ce côté cumul, AH et travail. Ce qui voulait dire, enfin, moi, j'ai l'impression que ça sous-entend qu'avant, ça n'était pas possible de cumuler AH et travail. Enfin, là, je me pose la question maintenant. Moi, je sais pas si toi, tu es au courant. Pour moi, on en est toujours sur si tu travailles et que tu gagnes plus qu'un SMIC, chaque euro de plus que le SMIC est déduit de ton allocation. Voilà. Et après, voilà, il y a des entreprises qui sont appelées des entreprises inclusives, ou alors il y a des travailleurs ou travailleuses d'ESAT qui donc sont des personnes handicapées qui travaillent dans des conditions pas tip-top. On pourra y revenir aussi, mais en tout cas, ces personnes-là, parfois, elles peuvent cumuler les deux. Mais en tout cas, dans une entreprise ordinaire, tu cumules pas les deux, normalement. Il me semble. Enfin, moi, en tout cas, j'ai jamais pu cumuler les deux. Moi, si, pour le coup, j'ai pu, mais en effet, jusqu'à un certain seuil. Oui, voilà, c'est ça. Ah oui, si tu gagnes plus de 1600 euros par mois net, tu n'as plus d'AH. Okay. Par contre, là, moi, il n'y a pas si longtemps, j'étais encore au chômage. Je gagnais environ 1000 euros de chômage et j'avais une compensation d'AH à 400 euros. Ok. Voilà. Ouais. Je pense que dans certaines... ça dépend des circonstances, quoi. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est pris en compte, hein, le travail. Hein, il ne faut pas croire, parce que c'est, il me semble, une allocation qui, à la base, voulait aussi compenser le fait le manque d'accès au travail. Voilà. Oui. On sait que l'accessibilité est aussi proportionnelle à tes finances, ouais. ta financière, et encore plus en étant handicapé pour le coup, hein, puisque si on n'est pas capable de payer pour un fauteuil roulant, tu ne sors pas. Voilà. Et tu ne peux pas aller travailler en plus. Oui. Si c'est ça, si tant est que ce soit ça l'objectif de nos vies.
Voilà, Ouais, ben, c'est l'endroit où tout se cumule, en fait, où c'est un domino, et s'il y en manque un, ben, il y en manque plein d'autres, quoi. totalement, totalement. Mais de Mm. toute façon, cette mise en précarité, on va dire, des personnes handicapées, elle dessert tout le monde. Donc, enfin, je veux dire, c'est bien beau même de demander à des entreprises de se rendre accessibles, d'essayer de recruter. Mais après, derrière, enfin, je pense que de toute façon, c'est un peu le triangle de l'inaction. Donc, les pouvoirs publics, les entreprises, la population, tout le monde se renvoie un peu la balle. Et C'est qu'il y a ce ça. gros côté où, je veux dire, les entreprises, elles te répondent, bah oui, moi, je veux bien recruter des cadres handicapés, mais personne n'a le niveau d'études. Parce que les écoles ne sont pas véritablement inclusives. Tu vois, enfin, l'État, ils disent, bah oui, mais les entreprises, vous devriez quand même accueillir des personnes handicapées. C'est vous, voilà, qui vous voulez pas parce que vous voulez que être dans des logiques de productivité, machin. Enfin, voilà. Enfin, c'est tout Et le temps. puis, c'est comme l'obligation à être accessible au niveau du bâti, à respecter des normes et ne pas forcément aller chercher ben, ailleurs à faire des pas de côté. Moi, je me remets beaucoup en question aussi cette logique des normes où derrière, au final, ben, c'est on ne peut pas répondre à ces normes, et ben, on va excuser, on va mettre des délais comme Mmh. on a pu avoir là avec les ADAP après la loi de 2005, Mais il y a un gros sujet, bah, du coup, 2015 et après les ADAP. sur la loi enfin, en tout cas, sur le pan accessibilité de la loi, il y a eu un premier report en 2014. Il y a eu la loi Elan par rapport au logement. Donc, bon, ça, c'est pour les logements privés. Mais avant, c'était 100% de logements neufs qui devaient être rendus accessibles. On est passé de 100% à 20%. Donc voilà, c'est énorme. Il y a eu le chiffre que j'avais, c'était qu'il y a eu 70% de dérogations qui ont été accordées à des établissements publics. Enfin, donc 70% d'entre eux, ils ont pas rendu leur établissement accessible et en plus ils n'ont pas payé l'amende parce qu'ils ont eu une dérogation. Donc ça va. Hein. Enfin, je pense que si jamais on peut vraiment pas faire les travaux et qu'on galère, on arrive en France à quand même s'en sortir pas trop mal, tu vois. Mmh. Et le résultat des cours, c'est que aujourd'hui, on n'a que 45% des établissements qui reçoivent du public qui sont accessibles. Donc, quand tu es une personne handicapée, tu as un peu moins d'une chance sur deux de sortir et de savoir ce que tu vas pouvoir aller là où tu dois aller. Une personne à mobilité réduite, du moins. Voilà. Et après, on parle de liberté. Ah oui. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi il n'y a pas d'obligation à trouver des alternatives. Parce qu'en même temps, on est bien conscient que des fois, c'est pas toujours faisable de rendre accessible comme partout, mais en tout cas de mettre en place des alternatives. Moi, j'ai toujours l'exemple de une fois avec une amie en fauteuil, on voulait prendre une glace, un glacier, il y avait une énorme marche. Bah, très naturellement, la vendeuse est venue vers nous, elle a pris notre commande dehors, elle est revenue, elle a fait les glaces, elle nous les a données. Enfin, c'est simple comme bonjour, mais pour moi, ça devrait être obligatoirement ça, mettre en place des alternatives si jamais. Ouais, en fait, ça devrait, mais je suis totalement d'accord, ça devrait être tu peux pas mettre ton ascenseur ou des trucs comme ça, et tu trouves une autre solution. Évidemment, toujours dans le respect d'une certaine forme de sécurité, parce que voilà, faut quand même pas mettre les gens en danger. Mais je pense qu'on se rend très bien compte aussi, en tant que personne concernée, d'arriver. Enfin, moi, je veux dire, quand je sors même pour faire des sorties culturelles dans Paris ou des choses comme ça, je me rends très vite compte quand j'appelle, je sais pas, genre des salles de concert, des théâtres ou des trucs comme ça. Bon, par exemple, les théâtres, il n'y en a pas beaucoup, hein, globalement, qui sont adaptés. Mais voilà, il y a certains théâtres qui disent bon, bah voilà, du coup, on a des personnes qui sont là pour vous aider, on a essayé de mettre ça en place, nan, nan, nan. Et puis, il y en a d'autres qui disent désolé, je peux pas, j'ai pas le droit pour des mesures de sécurité, je préfère pas, nan, nan. Et en fait, c'est aussi très embêtant parce qu'on on te prive aussi de ta liberté de choisir. Parce qu'en fait, je pense que on devrait à chaque fois proposer des solutions. Et si moi aussi, je veux dire, je suis capable, adulte, je suis capable de choisir pour moi-même. J'estime que c'est pas une solution qui est bien, qui est digne, qui me convient, même voilà, qui est sécurisée. Je pense que je le dis. Non seulement ça peut leur permettre de s'améliorer, mais ça peut aussi, ça peut aussi me permettre à moi, si je me dis, bah, écoute, ce que vous me proposez, c'est de me mettre sur votre dos et de me faire descendre un escalier en colimaçon, et que j'ai envie de le faire et que c'est ok pour moi, je le fais. Et je trouve qu'il y a beaucoup de difficultés aussi à penser genre out of the box, comme on dit, et à se dire bah, je vais faire une autre solution. On est aussi très, très procédurier et les gens, ils ont aussi très, très peur de prendre des responsabilités. Et je trouve que c'est dommage. Enfin, c'est un peu lâche, en fait, de laisser les gens
trouver des solutions tout seul parce qu'on a peur de faire autrement. Oui, oui, c'est ce que tu me disais aussi pendant la préparation de cette émission. Tu m'as dit, ils ont peur de se mouiller alors que nous, on passe la journée à le faire. Bah ouais, mais c'est des exemples tout cons, hein, mais même, je veux dire, franchement, même des trucs, genre, tu veux prendre ton train, t'arrives en retard, du coup, tu peux pas avoir accès à cette fameuse assistance SNCF qui te demande d'être là 30 minutes pile à l'avance, c'est pas 29, c'est pas 31, c'est 30, pour que tu puisses avoir accès à ton train. Moi, ça m'est déjà arrivé, voilà, d'arriver 25 minutes avant l'heure de mon train. On me refuse à l'assistance. Je dois absolument prendre ce train pour des raisons familiales. Je vais jusqu'au train, je vois par exemple le chef du train, voilà, des gens en uniforme du moins qui sont reconnaissables, qui ont les clés pour monter la rampe. Hein. Donc on parle même pas de me porter pour aller dans le train. Hein. Vraiment juste des gens qui de base ne sont pas censés faire ça, mais qui ont les accès pour le faire. Je leur demande s'il vous plaît de le faire, etc. Ah non, moi j'ai pas l'autorisation, j'ai pas les droits, je peux pas faire. Si vous prenez, si vous arrive un truc, je suis pas protégée. Il y a 1% de chance pour qu'il m'arrive un truc, sachant qu'il va juste me sortir une rampe et que je vais la prendre. Mais pas envie de prendre le risque. Par contre, moi, du coup, qui vais demander à un inconnu sans rampe de me porter, je prends un risque beaucoup plus gros et ça pose de problème à personne. Et je trouve qu'il y a vraiment ce truc-là un peu de, enfin, c'est bon, vous allez pas aller en tôle, hein, les gars, juste parce que à un moment donné, vous avez aidé une personne handicapée et que vous vous êtes trompé et que je sais pas, il s'est passé un truc de travers. Il y a très très peu de chances, je pense, pour qu'il y ait des sanctions. Il y en a déjà pas quand ils respectent pas la loi vis-à-vis du handicap. Donc, il y a des gens qui tuent des personnes handicapées hein, et qui sont pas emprisonnés. Hein, donc, vous inquiétez pas. Comme tu dis, c'est des peurs un peu fantasmées de la peur qu'on porte plainte si jamais il y a un problème. Et comme aussi quelque chose moi que je base souvent, c'est la peur des gens qui imitent des personnes handicapées où on aurait toujours besoin de prouver qu'on est réellement handicapé. Moi, ça m'a toujours fait, je me pose la question, à quel moment dans l'histoire on connaît quelqu'un qui a voulu imiter une personne handicapée? Pourquoi il faudrait toujours prouver qu'on est handicapé? C'est fou. Bah, maintenant, on a eu quand même une amélioration il y a 1-2 ans sur le fait qu'on a un statut à vie. Enfin, du moins, je l'ai obtenu. Personnellement, ma pathologie va pas évoluer, donc j'ai un statut de personne handicapée à vie et pas besoin de prouver sans cesse pour avoir accès aux aides, etc. Mais c'est vrai qu'auparavant, par exemple, quand ce statut n'existait pas, il fallait tout le temps expliquer voilà, la situation de handicap. Et il y avait aussi ce gros point qui est que là, j'ai mes droits à vie, mais pour avoir mes droits à vie, c'est un dossier de MDPH de 50 pages où vraiment je détaille en long et en large pourquoi, comment, alors qu'en soi, une paraplégie, c'est un des handicaps aussi les plus connus. Les besoins, ils sont pas si compliqués que ça, étant donné qu'on a la chance d'être un handicap connu. Et parfois, enfin moi, je me dis, parfois, il y a vraiment des trucs de... on dirait que j'ai pris un fauteuil dans la rue, je me suis assise dessus et que ça m'amuse, quoi. Enfin, Ouais. attends, c'était quand la dernière fois qu'on m'a demandé ma carte? Je devais rentrer au musée des arts décoratifs. Je suis arrivée avec mon fauteuil et on m'a demandé ma carte, comme si elle ne voyait pas. Parce que c'est genre dans leur protocole, quoi. C'est pas. Ouais, ouais. Non, par contre, ça me fait rappeler une chose dont je voulais parler par rapport à MDPH, c'est que au sein des MDPH, il y a encore une hiérarchie des handicaps. C'est-à-dire que moi, il y a une chose que j'ai toujours marquée. Dans mon cas, j'ai une maladie rare. Je sais que le fait d'avoir une maladie rare et qui est reconnue quand même parce qu'elle a beaucoup de recherches, ben, je sais que ça me met dans une place assez privilégiée auprès des MDPH. Là où à côté tu as une personne qui a une maladie pas connue mais qui n'a pas forcément d'impact physique, mais ça va être la galère parce que ben, va falloir qu'elle prouve là aussi tout le temps. Et il y a prouvé auprès des MDPH, mais je veux dire, les personnes avec des handicaps invisibles, des maladies invalidantes, etc., elles doivent prouver en permanence. Enfin, je veux dire, dans mon podcast, du coup, je reçois des personnes handicapées visibles ou invisibles. Et encore mercredi dernier, je parlais avec une fille qui me disait, quand je passe devant à la caisse, on me regarde mal. Quand je me gare sur une place handicapée, on me regarde mal. Mais en fait, la vérité, c'est que je peux pas faire plus de 10 pas, quoi. Donc, si je me gare pas devant les établissements, je peux pas y aller. Et il y a aussi, ouais, une certaine méconnaissance de ce type de handicap-là.
Et oui, il y a très certainement une hiérarchie. Moi, ça me fait me rappeler d'un truc, c'est que je me souviens que ma mère, parce que je suis une personne handicapée depuis que j'ai 10 ans suite à un accident de la voie publique, que il y a eu plusieurs fois quand même dans le 92 où mon niveau de handicap il a été un peu remis en question, justement Mm. avant qu'on ait les droits à vie, quand il fallait toujours reprouver. Et on est allé, une fois, on a fait un recours, on était dans les couloirs avant d'attendre de voir les juges, les médecins et tout. Et je me souviens qu'il y a une dame qui nous a dit: ah putain, vous avez de la chance, avant vous, il y a un handicap plus léger. Donc ça veut dire que voilà, enfin, ils font toujours des comparaisons. Donc en fait, bah, comme vous passez à côté après une personne qui va mieux que vous, bah, c'est bien. Parce que si vous passez à côté d'une personne, voilà, qui a beaucoup un très haut niveau de dépendance, pas beaucoup d'autonomie et tout, et qu'après vous arrivez là, vous pouvez pousser vous-même votre fauteuil, bah, tout de suite, ce sera peut-être moins bien, quoi. Et moi, je me disais: attends, mais enfin, donc c'est au petit bonheur la chance de sur qui tu vas tomber qui va passer avant toi. Enfin, tu vois, c'est quand même, il y a des biais énormes, quoi. Oui, c'est aussi en fonction de l'effet dramatique que va donner ton handicap Oui, auprès des gens de pouvoir. c'est Prendre ça. le- Et très certainement qu'il y a des personnes qui ressemblent à 100% à une personne valide, qui ont des handicaps beaucoup plus graves que le mien, et qui potentiellement auront moins d'aide parce qu'elles sont pas assises dans un fauteuil roulant, quoi. Mm, exactement. Ça, Ouais. c'est. Mm. Bah, justement, pour finir, on va aller vers la scolarité, parce que tu disais que toi, c'est pas de naissance, arrivé au cours de la vie, Mm. et même si c'était après la loi de 2005. Et donc, pour le coup, est-ce que tu peux un peu nous parler de ces changements qu'il y a eu à l'école pour toi? Alors, pour moi, donc moi, j'ai eu un accident donc, quand j'avais 10 ans. J'étais en CM1, CM2. J'ai passé tout mon collège dans un établissement régional d'enseignement adapté qui s'appelle Toulouse-Lautrec. Il y a une série sur TF1 qui est sortie, qui reflète plus ou moins la réalité de ce qui se passait là-bas. Mais en tout cas, j'étais là-bas. Il faut savoir qu'il n'y en a pas beaucoup des établissements comme celui-ci qui mêlent à la fois des personnes handicapées et des personnes valides. La plupart du temps, voilà, c'est des institutions. Et donc dans cet endroit-là, en tout cas, comme on est un peu sur je sais pas, je dirais un 70-30, 70% de personnes handicapées, 30% de personnes valides, il y a quand même bah, tout qui est fait pour, quoi. Donc il y a même une partie médicalisée. Moi, on m'a réappris à vivre, etc. Et une fois que bah, j'étais autonome, que je pouvais évoluer, on va dire, dans le monde de dehors, on m'a envoyé en milieu ordinaire pour ma rentrée au lycée. Donc là, on était en 2013. Donc, bah, on était 8 ans après la soi-disant mise en application de la loi de 2005. Et l'établissement que j'ai intégré était accessible depuis seulement 1 an. Donc, ils avaient mis un ascenseur et j'ai été la première étudiante en fauteuil roulant à arriver là-bas. Dans les faits, il y avait un ascenseur et une rampe à l'entrée. Après, le réfectoire, il était au premier étage. Donc moi, soit je prenais un truc à la cafette en bas où il n'y avait pas du tout les mêmes options, et où en plus j'étais seule en fait, parce que tous les étudiants, ils allaient où? Ils allaient au réfectoire. Ah, Soit je mangeais dehors. Voilà. Donc en fait, il y avait certaines solutions qui avaient été mises en place, d'autres qui n'avaient pas du tout été pensées. Les toilettes handicapées, la première année, elles étaient dans mon bâtiment, et à partir de la deuxième année, il fallait que je fasse des déplacements pour aller aux toilettes, donc dans d'autres bâtiments, ce qui faisait que j'avais pas de récré parce que je devais aller à l'autre bout du lycée. Donc c'est un peu voilà, c'était un peu le crash test, quoi. C'est-à-dire que qu'il y avait aussi il y a certaines choses qui avaient été mises en place, mais je pense qu'on n'était pas du tout encore au stade où on savait vraiment ce qu'on était en train de faire. Et donc, moi, je me suis épuisée. Je me suis totalement épuisée pour faire tous les efforts supplémentaires que je devais faire en plus des autres élèves. Et il y avait toute cette question aussi de la sensibilisation, le regard des autres. Et je parle des étudiants, mais je parle aussi des professeurs, parce qu'en fait, je me suis vraiment retrouvée propulsée dans un monde où personne ne m'attendait, quoi. Donc, mm, bah, quand on est évidemment le premier élève en fauteuil, on est l'OVNI, quoi, qui débarque. Et je me suis pris quantité de remarques très discriminantes, plein de moments où je pense j'aurais aimé qu'on m'aide, et ça n'a pas été le cas. Et psychologiquement, ça a été vraiment très très compliqué, très très compliqué, à tel point que pour passer mon bac, je suis retournée les derniers mois dans les réa dans lequel j'étais au collège parce que j'en pouvais plus.
j'étais totalement à bout. J'avais déjà la pression que tous les élèves ont en terminale de qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine, comment je vais m'orienter, etc. Voilà, je vais passer mon bac. C'est quand même le premier gros examen où on est un peu stressé. Et en plus de ça, bah moi, j'étais épuisée par les années que je venais de passer. J'allais pas très bien. Et je me suis retrouvée en plus à me dire, putain, mais là, pour mon APB, il va falloir que je refasse tout ça, que je sois sûre que là où je vais aller, si je suis prise dans l'endroit où je vais aller, hein, déjà, il faut si tenter que je sois prise, parce qu'il n'y avait pas de dérogation particulière sous prétexte que tu étais handicapée. Donc moi, je me suis dit, attends, mais si je vais pas dans la classe prépa que je veux, enfin, j'en ai mis que des accessibles, mais il y en avait des plus ou moins accessibles, et puis j'étais pas sûre que ça allait pas faire la même chose, soi-disant adapté, et au final, tu galères à certains endroits. Donc j'avais un stress pas possible, et j'ai été tellement mal que voilà, je suis retournée à Toulouse-Lautrec pour avoir un vrai accompagnement, pour que je puisse être épaulée dans cette période, et pouvoir aussi passer toutes mes épreuves du bac, y compris les épreuves de sport, y compris les options, parce que oui, ça rajoute des points, oui, c'est important pour certains élèves les mentions, et c'était pas juste aussi parce qu'il y avait des épreuves que j'avais juste pas la possibilité de passer, quoi. J'ai passé tout mon lycée sans faire une heure de sport, hein. Mmh. Donc, et ça, et encore une fois, c'est que mon témoignage de quelqu'un qui a quand même pu rentrer en milieu ordinaire et survivre pendant quelques mois, quelques années. Mais il y a plein d'élèves qui n'y vont même pas parce que ça paraît beaucoup trop compliqué. Il y a rien de mis en place. Et d'ailleurs, dans les revendications des dévalideuses, il y a vraiment une réelle politique d'inclusion scolaire, de rendre des écoles accessibles, mais aussi de former le corps enseignant, les élèves, et de revaloriser aussi, encore une fois, les salaires des aidants, des AESH. Enfin, on n'en est pas du tout au moment encore où on a mis en place toutes les solutions. Oui, et c'est malheureusement sur cette conclusion qu'on va devoir finir cette émission. Alors, ouais. Mais c'est pas très positif, mais tout ça pour dire que on a du travail. En tout cas, merci beaucoup, Chiara, pour ton temps et pour partager tout ça avec nous. Et en tout cas, pour finir justement sur une note positive, si tant est qu'il y en ait une, c'est que certes, 2005-2025, rien n'a changé, sauf qu'en 2025, on était dehors, on était dans la rue, on était nombreux et nombreuses. Et avec les nouveaux moyens même de communication qu'on a sur les réseaux et tout, je trouve qu'on arrive beaucoup plus à faire collectif. Et même si c'est la merde un peu partout, on l'accepte plus, en fait, cette merde. Et on va continuer à se battre et on n'est pas seul. Et ça, c'est très positif. On sème les graines. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques temps, les déveilleuses n'existent pas maintenant. Il y a les déveilleuses maintenant. Il y a Diary People. C'est ça. Il y aura demain. On vous attend. Exactement. Rejoignez-nous. Carrément. Sur ce, merci beaucoup, Chiara. Merci, Damien. Bonne soirée. N'hésite pas à retrouver Compassion sur Instagram. Et nous, n'hésitez pas à écouter aussi nos conférences hors série. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel hors série. Bonne soirée à tous, chers auditeurs. Bonne soirée. Dear people.